Lettre 44. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Partagez ma joie, ma belle amie, je suis aimé, j'ai triomphé de ce cœur rebelle. C'est en vain qu'il dissimule encore. Mon heureuse adresse a surpris son secret. Grâce à mes soins actifs, je sais tout ce qui m'intéresse. Depuis la nuit, l'heureuse nuit d'hier, je me retrouve dans mon élément. J'ai repris toute mon existence. J'ai dévoilé un double mystère d'amour et d'iniquité. Je jouirai de l'un, je me vengerai de l'autre. Je volerai de plaisir en plaisir. La seule idée que je m'en fais me transporte au point que j'ai quelque peine à rappeler ma prudence, que j'en aurai peut-être à mettre de l'ordre dans le récit que j'ai à vous faire. Essayons, cependant. Hier même, après vous avoir écrit ma lettre, j'en reçus une de la céleste dévote. Je vous l'envoie. Vous y verrez qu'elle me donne, le moins maladroitement qu'elle peut, la permission de lui écrire. Mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais la différer trop longtemps sans me nuire. Tourmenté cependant du désir de savoir qui pouvait avoir écrit contre moi, j'étais encore incertain du parti que je prendrais. Je tentai de gagner la femme de chambre, et je voulus obtenir d'elle de me livrer des poches de sa maîtresse, ce dont elle pouvait s'emparer aisément le soir, et qu'il lui était facile de replacer le matin, sans donner le moindre soupçon. J'offris 10 louis pour ce léger service, mais je ne trouvai qu'une bégueule, scrupuleuse ou timide, que mon éloquence ni mon argent ne purent vaincre. Je la prêchai encore quand le souper sonna. Il fallut la laisser, trop heureux qu'elle voulût bien me promettre le secret sur lequel même vous jugez que je ne comptais guère. Jamais je n'eus plus d'humeur. Je me sentais compromis et je me reprochais toute la soirée ma démarche imprudente. Retiré chez moi, non sans inquiétude, je parlai à mon chasseur qui, en sa qualité d'amant heureux, devait avoir quelque crédit. Je voulais ou qu'il obtînt de cette fille de faire ce qu'il lui avait demandé, ou au moins qu'il s'assurât de sa discrétion. Mais lui, qui d'ordinaire ne doute de rien, parut douter du succès de cette négociation, et me fit à ce sujet une réflexion qui m'étonna par sa profondeur. Monsieur sait sûrement mieux que moi, me dit-il, que coucher avec une fille, ce n'est que lui faire faire ce qui lui plaît. De là à lui faire faire ce que nous voulons, il y a souvent bien loin. Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante. Je réponds d'autant moins de celle-ci, ajouta-t-il, que j'ai lieu de croire qu'elle a un amant, et que je ne la dois qu'au désœuvrement de la campagne. Aussi, sans mon zèle pour le service de monsieur, je n'aurais eu cela qu'une fois. C'est un vrai trésor que ce garçon. Quant au secret, ajouta-t-il encore, à quoi servira-t-il de lui faire promettre, puisqu'elle ne risquera rien à nous tromper? Lui en reparler ne ferait que lui mieux apprendre qu'il est important, et par là lui donner plus d'envie d'en faire sa cour à sa maîtresse. Plus ses réflexions étaient justes, plus mon embarras augmentait. Heureusement, le drôle était en train de jaser, et comme j'avais besoin de lui, je le laissai faire. Tout en me racontant son histoire avec cette fille, il m'apprit que, comme la chambre qu'elle occupe n'est séparée de celle de sa maîtresse que par une simple cloison, qui pouvait laisser entendre un bruit suspect, c'était dans la sienne qu'ils se rassemblaient chaque nuit. Aussitôt je formai mon plan. Je le lui communiquai, et nous l'exécutâmes avec succès. J'attendis 2 heures du matin, et alors je me rendis, comme nous en étions convenus, à la chambre du rendez-vous, portant de la lumière avec moi, et sous prétexte d'avoir sonné plusieurs fois inutilement. Mon confident, qui joue ses rôles à merveille, donna une petite scène de surprise, de désespoir et d'excuse, que je terminai en l'envoyant me faire chauffer de l'eau, dont je feignis avoir besoin. Tandis que la scrupuleuse chambrière était d'autant plus honteuse que le drôle qui avait voulu renchérir sur mes projets l'avait déterminée à une toilette que la saison comportait, mais qu'elle n'excusait pas. Comme je sentais que plus cette fille serait humiliée, plus j'en disposerais facilement, je ne lui permis de changer ni de situation ni de parure, et après avoir ordonné à mon valet de m'attendre chez moi, je m'assis à côté d'elle sur le lit qui était fort en désordre, et je commençai ma conversation. J'avais besoin de garder l'empire que la circonstance me donnait sur elle. Aussi conservai-je un sang-froid qui eût fait honneur à la continence de Scipion, et sans prendre la plus petite liberté avec elle, ce que pourtant sa fraîcheur et l'occasion semblaient lui donner le droit d'espérer, je lui parlai d'affaires aussi tranquillement que j'aurais pu faire avec un procureur. Mes conditions furent que je garderais fidèlement le secret,
pourvu que le lendemain, à pareille heure à peu près, elle me livrât les poches de sa maîtresse. Au reste, ajoutai-je, je vous avais offert 10 louis hier. Je vous les promets encore aujourd'hui. Je ne veux pas abuser de votre situation. Tout fut accordé comme vous pouvez croire. Alors je me retirai et permis à l'heureux couple de réparer le temps perdu. J'employai le mien à dormir, et à mon réveil, voulant avoir un prétexte pour ne pas répondre à la lettre de ma belle avant d'avoir visité ses papiers, ce que je ne pouvais faire que la nuit suivante, je me décidai à aller à la chasse, où je restai presque tout le jour. À mon retour, je fus reçu assez froidement. J'ai lieu de croire qu'on fut un peu piqué du peu d'empressement que je mettais à profiter du temps qui me restait, surtout après la lettre plus douce que l'on m'avait écrite. J'en juge ainsi sur ce que madame de Rosemonde, m'ayant fait quelques reproches sur cette longue absence, ma belle reprit avec un peu d'aigreur. « Ah, ne reprochons pas à monsieur de Valmont de se livrer au seul plaisir qu'il peut trouver ici. » Je me plaignis de cette injustice, et j'en profitai pour assurer que je me plaisais tant avec ces dames que j'y sacrifiai une lettre très intéressante que j'avais à écrire. J'ajoutai que, ne pouvant trouver le sommeil depuis plusieurs nuits, j'avais voulu essayer si la fatigue me le rendrait, et mes regards expliquaient assez et le sujet de ma lettre et la cause de mon insomnie. J'eus soin d'avoir toute la soirée une douceur mélancolique qui me parut réussir assez bien, et sous laquelle je masquai l'impatience où j'étais de voir arriver l'heure qui devait me livrer le secret qu'on s'obstinait à me cacher. Enfin nous nous séparâmes, et quelque temps après, la fidèle femme de chambre vint m'apporter le prix convenu de ma discrétion. Une fois maître de ce trésor, je procédai à l'inventaire avec la prudence que vous me connaissez, car il était important de remettre tout en place. Je tombai d'abord sur 2 lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d'amour conjugal, que j'eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvai pas un mot qui eût rapport à moi. Je les replaçai avec humeur, mais elle s'adoucit en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon, soigneusement rassemblés. Heureusement, il me prit fantaisie de la parcourir. Jugez de ma joie en y apercevant les traces bien distinctes de larmes de mon adorable dévote. Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme et baisai cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Je continue l'heureux examen. Je retrouvai toutes mes lettres de suite, et par ordre de date, et ce qui me surprit plus agréablement encore fut de retrouver la première de toutes, celle que je croyais m'avoir été rendue par une ingrate fidèlement copiée de sa main, et d'une écriture altérée et tremblante qui témoignait assez la douce agitation de son cœur pendant cette occupation. Jusque-là, j'étais tout entier à l'amour. Bientôt, il fit place à la fureur. Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore? Quelle furie supposez-vous assez méchante pour tramer une pareille noirceur? Vous la connaissez, c'est votre amie, votre parente, cette madame de Volanges. Vous n'imaginez pas quel tissu d'horreur l'infernale mégère lui a écrit sur mon compte. C'est elle seule qui a troublé la sécurité de cette femme angélique. C'est par ses conseils, par ses avis pernicieux que je me vois forcé de m'éloigner. C'est à elle, enfin, que l'on me sacrifie. Ah, sans doute, il faut séduire sa fille. Mais ce n'est pas assez, il faut la perdre. Et puisque l'âge de cette maudite femme la met à l'abri de mes coups, il faut la frapper dans l'objet de ses affections. Elle veut donc que je revienne à Paris? Elle m'y force. Soit, j'y retournerai, mais elle gémira de mon retour. Je suis fâché que Danceny soit le héros de cette aventure. Il a un fond d'honnêteté qui nous gênera. Cependant, il est amoureux, et je le vois souvent. On pourra peut-être en tirer parti. Je m'oublie dans ma colère, et je ne songe pas que je vous dois le récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenons. Ce matin, j'ai revu ma sensible prude. Jamais je ne l'avais trouvée si belle. Cela devait être ainsi. Le plus beau moment d'une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l'âme, dont on parle toujours et qu'on éprouve si rarement, est celui où, assuré de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs. Et c'est précisément le cas où je me trouvais. Peut-être aussi l'idée que j'allais être privé du plaisir de la voir servait-elle à l'embellir. Enfin, à l'arrivée du courrier,
On m'a remis votre lettre du 27, et pendant que je la lisais, j'hésitais encore pour savoir si je tiendrais ma parole. Mais j'ai rencontré les yeux de ma belle, et il m'aurait été impossible de lui rien refuser. J'ai donc annoncé mon départ. Un moment après, Madame de Rosemonde nous a laissés seuls. Mais j'étais encore à 4 pas de la farouche personne que, se levant avec l'air de l'effroi, « Laissez-moi, laissez-moi, monsieur, m'a-t-elle dit. Au nom de Dieu, laissez-moi. » Cette prière fervente, qui décelait son émotion, ne pouvait que m'animer davantage. Déjà j'étais auprès d'elle, et je tenais ses mains qu'elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante. Là je commençais de tendres plaintes, quand un démon ennemi ramena Madame de Rosemonde. La timide dévote, qui a en effet quelques raisons de craindre, en a profité pour se retirer. Je lui ai pourtant offert la main qu'elle a acceptée, et augurant bien de cette douceur qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps, tout en recommençant mes plaintes, j'ai essayé de serrer la sienne. Elle a d'abord voulu la retirer, mais sur une instance plus vive, elle s'est livrée d'assez bonne grâce, quoique sans répondre ni à ce geste ni à mes discours. Arrivé à la porte de son appartement, j'ai voulu baiser cette main avant de la quitter. La défense a commencé par être franche, mais un « songez donc que je pars » prononcé bien tendrement l'a rendue gauche et insuffisante. À peine le baiser a-t-il été donné que la main a retrouvé sa force pour échapper, et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Ici finit mon histoire. Comme je présume que vous serez demain chez la maréchale de, où sûrement je n'irai pas vous trouver, comme je me doute bien aussi qu'à notre première entrevue nous aurons plus d'une affaire à traiter, et notamment celle de la petite Volanges, que je ne perds pas de vue, je pris le parti de me faire précéder par cette lettre, et toute longue qu'elle est, je ne la fermerai qu'au moment de l'envoyer à la poste, car au terme où j'en suis, tout peut dépendre d'une occasion. Et je vous quitte pour aller les pieds. PS, à 8 heures du soir. Rien de nouveau, pas le plus petit moment de liberté, du soin même pour l'éviter. Cependant, autant de tristesse que la décence en permettait, pour le moins. Un autre événement qui peut ne pas être indifférent, c'est que je suis chargé d'une invitation de Madame de Rosemonde à Madame de Volanges, pour venir passer quelque temps chez elle à la campagne. Adieu, ma belle amie. À demain, ou après-demain, ou plus tard. Du Château, ce 28 août.